s'intéresse à la scolarisation des élèves en situation de handicap dans l'activité danse. Les élèves en situation de handicap avec lesquels nous travaillons, ce sont des élèves qui sont inscrits sur le dispositif Ulysse et des élèves orientés par la MDPH. Donc je vais vous présenter sur les deux premières diapos le contexte et pour aller vers ma problématisation de recherche. L'élément premier, c'est la loi 2005 qui change la vision sur le handicap, qui donne l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et suite à ça, dans les écoles, de nombreuses prescriptions ministérielles sont arrivées tous les ans. Et l'idée, c'est de faire changer la conception du handicap, c'est-à-dire passer de l'intégratif à l'inclusif, c'est-à-dire au départ, il y a pendant longtemps, l'inclusion, la scolarisation, l'intégration, c'était de dire l'élève peut suivre des cours en classe s'il est capable de. Le principe inclusif, c'est l'inverse, c'est de dire, quel que soit le handicap de l'élève, l'environnement doit s'adapter. Et en 2013, la réforme de l'école parle d'école inclusive. Mais sur le terrain, ça crée des dilemmes chez les enseignants. Donc, les enseignants sont d'accord pour partager ces valeurs-là, mais dans le concret de la classe et du terrain, c'est très difficile et ça met les enseignants en porte-à-faux. Et le handicap reste toujours vu comme un défaut de normalité. C'est-à-dire, il n'a pas, il ne peut pas, il n'est pas suffisamment. Voilà. Et nous, notre recherche, elle essaie de s'intéresser justement à le voir autrement et de prendre le principe inclusif en essayant de rompre avec la vision déficitaire du handicap. Et dans le dispositif Ulysse, l'unité pour l'inclusion scolaire, c'est un dispositif qui, l'élève n'est pas forcément toujours en présence dans sa classe d'origine. Il sort pour des regroupements il va rejoindre d'autres élèves du dispositif et travailler avec un enseignant spécialisé. Et donc, ça donne un environnement séparé, différent pour l'élève en situation de handicap qui dépend de l'Ulysse. Et là, l'idée, c'est de dire comment, même s'il y a deux espaces, on peut créer un environnement adapté et continu pour ces élèves-là et permettre un enseignement inclusif. Deuxièmement, l'autre point, c'est que les élèves, quand ils sont dans leur classe de référence, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur le dispositif Ulysse, la question de l'épistémique, c'est-à-dire la question de la construction des savoirs, est très peu soulevée ou peu étudiée. L'ANSAD le montre bien, il dit l'inclusion physique, il n'y a pas de souci, maintenant on en est là. L'inclusion sociale, c'est la priorité. Il faut que ça se passe bien dans la classe, il faut que ça se passe bien entre élèves, mais la question de qu'est-ce que l'élève peut apprendre dans la classe est souvent peu questionnée. Peu questionnée parce que c'est compliqué d'adapter des situations d'apprentissage pour permettre l'accessibilité des savoirs, justement, pour tous les élèves sur une situation de handicap et bien sûr les autres. Et pour essayer de travailler ça, cette dimension de rompre la vision déficitaire, d'avoir un environnement adapté et continu, de permettre le questionnement épistémique des savoirs et de rendre accessibles les savoirs, nous avons fait le choix de travailler, de mettre en place avec les collègues avec qui je travaille un co-enseignement qui est aussi dans les prescriptions ministérielles, qui permet une pratique coopérative et inclusive. Et c'est de faire travailler ensemble les enseignants afin de permettre une accessibilité au savoir. Alors, dans notre situation, c'est l'activité danse qui nous intéresse. En sport, c'est une activité, l'EPS comme l'art classique sont des activités où les élèves sont souvent inclus parce que socialement, c'est plus facile. Mais nous allons essayer de le voir sous l'angle de la construction de savoir. Donc, la pratique de la danse dans notre étude concerne la danse danse contemporaine et des mouvements dansés ensemble au sein d'un groupe chorégraphique. Donc,
le principe d'un mouvement dansé, on va faire le principe, le mouvement dansé, et un mouvement, c'est la jonction entre deux points, un point A à un point B. Ce qui fait que ça fait plutôt danse, c'est le fait que le mouvement, on est comme si c'est le mouvement dans un voyage, c'est le mouvement qui voyage entre deux points. Dans ce mouvement, il y a une intentionnalité du danseur qui est souvent peu visible, et pour les dimensions symboliques et les intentions, pareil. Donc, c'est très difficile de qualifier un mouvement dansé. Je présenterai ma méthodologie, nous essayons de questionner ce mouvement dansé en tant qu'objet de savoir. Et quand on scolarise des élèves en situation de handicap, la difficulté, c'est la question de recherche, c'est-à-dire comment ces élèves-là passent d'une pratique, d'une présence, c'est souvent repérée par des signes singuliers, à une présence en danse. Beaucoup d'études montrent que la présence est souvent vue comme quelque chose d'interne, personnel. Et dans cette recherche, nous essayons de la voir comme un processus dans lequel il y a une attention conjointe sur le mouvement et dans un processus attentionnel. Alors du coup, pour un élève avec autisme, c'est notre étude de cas. L'autisme est souvent, et c'est différent selon chaque élève, mais dans l'ensemble, il y a donc une interaction des interactions sociales, un aspect répétitif. Le corps est souvent une forteresse qui abrite toutes les émotions, plutôt pour se protéger, et les communications sont difficiles avec les autres. Donc nous cherchons à essayer de comprendre comment un élève peut passer d'une présence habituellement repérée par sa singularité à une présence en danse au sein d'un groupe chorégraphique. C'est-à-dire à quelles conditions le travail de création dans un groupe chorégraphique d'élèves permet-il à l'élève avec autisme d'améliorer sa présence. Donc nous, notre quête théorique s'appuie sur l'action conjointe en didactique, c'est-à-dire un système qui est insécable entre un professeur, un élève et un objet de savoir. Et il y a donc une coopération entre celui qui enseigne et celui qui apprend autour de l'objet de savoir qui est ici la création d'une chorégraphie de la danser ensemble. Donc en méthodologie, donc on a des temps de réunion, donc en ingénierie que je n'ai pas développé ici, le temps étant un peu court pour cette journée. En ingénierie, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, chercheurs et enseignants, on essaye de construire ensemble des séances, de s'interroger. Donc notre grosse question, c'était qu'est-ce qui fait que le mouvement qu'un élève produit ou crée fait mouvement dansé. Donc les réunions sont enregistrées et après, je vais prendre des données en classe, in situ, en vidéo, en audio. En sachant que la danse, c'est difficile à filmer. J'ai un problème, on va dire, méthodologique parce que les élèves parlent, dansent, ça sort du champ de ma caméra, donc c'est pas toujours aisé. Donc, dans notre étude de cas, comme je l'ai précisé, il s'agit donc d'un élève qui s'appelle Myron, qui est élève avec autisme, qui est arrivé sur le dispositif l'année où j'ai fait l'étude et qui est dans une ULIS qui n'est pas une ULIS pour les enfants à troubles du comportement, à troubles du développement, mais une ULIS à troubles des fonctions cognitives, et ça, à la demande des parents. Et sa classe de référence est donc en CM1. Et donc, dans ces troubles, on va dire, identifiés par les enseignants, il fait une fixation sur sa trousse d'objets, il a souvent des idées fixes, et sa relation aux autres est complexe. Donc maintenant, je vais vous montrer l'étude que j'ai plus détaillée, en fait, du mouvement de ce qui s'est passé pour Myron. Alors, pour contextualiser, cette séance de danse, c'est la troisième que nous avons créée, et il s'agissait de reproduire deux mouvements. Et là, je m'intéresse à un mouvement qu'on va appeler la bulle au sol. Le mouvement de la bulle au sol, c'est un mouvement dansé créé par deux élèves qu'il s'agissait de reproduire. Le mouvement, c'est de tourner sur soi-même et de descendre au sol
et de descendre au sol. Et il devait enchaîner l'autre mouvement, donc la bulle en l'air, soit en amont, soit en après. Et donc, j'ai observé cet élève, M, Myron, qui en fait, je le mets dans les schémas en dessous, en bas de diaporama, où au lieu de tourner sur soi-même, de garder l'axe vertical pour descendre, il tourne, il dévie et il tombe au sol. Dans ce mouvement-là aussi, il y a la bulle imaginaire soutenue par ses mains. C'est-à-dire qu'en plus de tourner sur soi-même pour descendre au sol, il faut tenir une bulle imaginaire qu'on emmène au sol. Et dans ce premier tour, Myron, en fait, ne peut pas utiliser ses mains puisque son tour le déséquilibre et pour trouver l'équilibre, il est obligé de trouver l'équilibre par le haut du corps, qui fait qu'il tombe au sol. Ensuite, il fait ça 2 autres fois et c'est sa manière de faire. Sa manière à lui de tourner, c'est de dériver et de tomber au sol au lieu de rester sur son axe vertical. Ensuite, l'enseignante arrive au 4e tour, au 4e essai, voit Myron qui arrive donc au sol. Et là, l'interaction, l'enseignante va voir le groupe, elle s'adresse à la fois à l'élève en disant, mais le mouvement, il est, je tourne, c'est le mouvement B en bas, je tourne et je descends sur moi-même, je descends sur mon axe. Et en même temps, elle verbalise le mouvement de Myron au-dessus sur l'image A. Et elle reprend, je tourner sur soi-même, je descends au sol et je m'allonge. Et cette intervention, en fait, cette enseignante, qui est l'enseignante spécialisée, en fait, ne prend pas l'arrivée de Myron que nous voyons en haut à gauche comme un élément en disant, Myron, ce n'est pas pris comme une chute incontrôlée qui aurait pu être vue comme non, ce n'est pas ce qui est demandé, mais plutôt comme quelque chose qui est vu comme possible et qu'en montrant, elle peut verbaliser et inscrire dans la création de la chorégraphie. Ce qui fait qu'au bout ils se sont donc réentraînés. Et à la fin, la séance a duré une 12aine de minutes. Myron, en fait, si vous regardez ces quatre diapositives, vous pouvez voir qu'il tourne sur lui-même en gardant ses mains soutenant la bulle et arrivant au sol comme les autres élèves en respectant son axe et dans un rythme d'unisson que le groupe avait choisi, c'est-à-dire de réaliser le mouvement ensemble. Donc, en étudiant cette étude de cas, donc de Myron, j'ai pu faire émerger pour l'instant, 3 premières conditions qui sont de réduire, pour Myron, c'est un engagement corporel. C'est-à-dire pour lui, il s'agissait de réduire l'équilibre dans sa rotation pour maintenir la bulle, c'est-à-dire trouver un équilibre, du coup, pas par le haut du corps, mais par le bas. Et il réussit à le faire par des essais répétés, ce que Bilter appelle un processus d'intégration, et par une attention à la morphocinèse. La morphocinèse, c'est de prêter attention à son mouvement dansé. L'autre condition, c'est la potentialité épistémique de l'élève, c'est-à-dire de reconnaître l'élève origine, c'est-à-dire comme là ici l'action s'allonger, comme une action possible dans la chorégraphie, et une attention d'autrui à l'action de Myron, c'est-à-dire que le professeur prête attention à ce que Myron propose. Et de construire, la dernière condition, c'est de participer à une même œuvre collective, chorégraphique, c'est-à-dire entrer et participer dans une même œuvre de culture chorégraphique par une sémiosynèse, des formes corporelles, c'est-à-dire dans le but de communiquer, de donner à voir. Et il faut donc prêter une attention sur l'agir ensemble dans l'espace-temps de la création. Voilà.
Donc, ça, c'était ma première année l'étude de ma première année de doctorat. Et mes questions aujourd'hui, les conditions sanitaires mettent à mal quand même mon recueil de données. Le principe de l'ingénierie, c'est de travailler ensemble et de réitérer et d'approfondir les situations que nous avons mis en place ensemble dans le but de stabiliser des variables. Évidemment, les conditions sanitaires de l'année dernière et de cette année sont venues, on va dire, perturber cette itération. Voilà, donc ça, c'est quand même un de mes soucis. Ensuite, les difficultés, sur lesquels je travaille aussi, c'est le lien entre ce qui est dit dans nos échanges, dans notre collectif, et le lien avec les séances, ce qui est vu dans les séances. Donc, il y a l'épistémologie pratique, c'est-à-dire partir du discours des enseignants et inférer ce qui est dit, et voir si après, dans les séances, nous pouvons les réutiliser. La dimension du co-enseignement, qui est difficile, je trouve ça difficile à mettre en avant, de trouver la plus-value du co-enseignement. J'avais une question aussi sur la scolarisation inclusive, c'est-à-dire que le fonctionnement par groupe, tel que je l'ai montré très brièvement, fonctionne aussi comme une ingénierie. C'est au sein du groupe que l'élève est inclus, voilà, et de mieux identifier ce qui se joue au sein d'un groupe chorégraphique, et de continuer en danse à mettre en évidence la parenté épistémique. Alors, ce qu'on appelle la parenté épistémique, c'est le lien avec comment la pratique de l'élève se rapproche de la pratique du danseur ou du chorégraphe, et donc à quelles conditions. Voilà. J'ai fini mon exposé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, vous souhaitez intervenir, Jacques? Je vous laisse la parole. Allez-y. Et bonjour, alors merci pour ce beau projet. Oui, j'ai deux questions. Alors, la première question, c'est comment vous présentez par rapport aux élèves? Quelle place vous avez? Comment ils vous observent? Comment ils arrivent à vous situer? Puis la seconde, par rapport à d'autres enseignants et par rapport à votre recherche, je ne sais pas dans quelle mesure vous devez comprendre ce que je veux dire, dans quelle mesure ils ont une perception exacte de ce que vous cherchez, de ce que vous souhaitez modifier, etc. Et puis la seconde question, elle affine la première. Vous devez prendre des photos, là, puisqu'on a vu des photos ou est-ce que dans quelle mesure vous pensez que ça joue ou ne perturbe pas, ou perturbe dans le bon sens, Est-ce que vous avez des moyens pour évaluer cela ou pour réfléchir sur cet aspect-là? Alors, je vais répondre à la première. En fait, moi, je n'interviens, je travaille en ingénierie avec les enseignants seulement. Après, en classe, je filme en fait, seulement. Je suis présente et je filme juste les séances de danse. Et ce sont les enseignants qui animent les séances, les séances que nous avons créées ou travaillées ensemble. Voilà. Alors moi, en tant que chercheur dans l'ingénierie, on a, on va dire, un cadre qui est de dire, c'est un principe de symétrie, on essaie, la valeur de la parole de chacun, la même valeur, je ne sais pas comment dire ça, le principe c'est d'essayer d'être symétrique, que du coup on assume aussi nos différences, et que le but commun c'est d'arriver à quelque chose, à des séances qui permettent de favoriser l'inclusion des élèves en situation de handicap. Des élèves en situation de handicap qui sont soutenus par un dispositif Ulysse. Voilà. À la deuxième question, les photos, en fait, je filme, en fait. Et moi, dans mon travail de recherche, je regarde toutes les vidéos, je sélectionne les moments qui me semblent les plus significatifs et j'extrais je fais des captures d'images, en fait, à partir des vidéos. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. La question, c'était surtout, est-ce que ça ne perturbe pas le déroulement de… Pour le fait de filmer, en fait, ça vous voulez dire.
comme ça, je dirais, alors, En fait, c'était pour... enfin, je ne sais pas si ça perturbe, mais en tout cas, ils ont l'habitude d'être filmés par les enseignants. D'accord. Voilà. Après, ça a été explicité aux élèves. Ma caméra est plutôt dans le fond. Je pense qu'ils l'oublient. Enfin, ils l'oublient. Non, pas tout à fait. Des fois, ils viennent devant ma caméra, ils me font des coucous. Enfin, voilà. Mais ils ont l'habitude d'être filmés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci pour cette question. Je vois que Gaïd aussi souhaite intervenir. Je vous laisse la parole. Et merci pour votre présentation, ainsi que pour votre recherche. C'est plus une remarque parce que en tant que moi je suis psychologue dans l'éducation nationale et donc je fais beaucoup d'observations d'enfants en situation de handicap lors des inclusions, à l'école primaire. Et effectivement, je trouve que souvent, on ne se pose pas vraiment la question de ce que viennent faire ces enfants dans la classe. C'est-à-dire qu'on leur propose des inclusions dans donc des enfants d'Ulysse notamment, comme celui dont vous parliez, qui sont inclus sur des classes ordinaires parce qu'ils doivent l'être, inclus dans leur classe d'âge, et sans forcément se demander ce qu'ils vont venir y faire. Et effectivement, du coup, on les inclut souvent dans des moments ou sur des disciplines telles que effectivement le sport ou les arts plastiques et parce que c'est ce qui semble le moins entre guillemets gêner l'enseignante à ce moment-là. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on se pose la question de ce que vient faire cet enfant-là dans la séance de danse, ce qu'il peut y trouver et comment on peut vraiment là parler d'inclusion et d'intérêt pour l'enfant et pour le groupe aussi. Du coup. Merci. Merci, en effet, pour rebondir et puis de s'intéresser à ce qu'il apprend en fait. Qu'est-ce que l'élève en situation de handicap apprend quand il est inclus? Et l'inclusion, elle est souvent vue comme sociale. C'est bien d'être en groupe, c'est bien, mais et cet exemple de Myron, là, il a réussi à construire son tour pour descendre sur lui-même et c'est pas rien parce que sur ces 12 minutes de travail avec son groupe, il est dans des essais, il répète pour en arriver à construire. Et dedans, en effet, c'est pas que lié à sa personne, c'est aussi lié à l'interaction avec les autres, avec l'enseignante qui intervient et la place de l'enseignant à ce moment-là, elle est pour moi l'élément clé et c'est ça qui m'intéresse en didactique, c'est que elle se saisit de ce que fait l'élève, pas pour dire ce n'est pas ça, ou c'est comme ça qu'il faut faire, c'est qu'elle transforme la situation et elle se saisit du mouvement s'allonger de Myron, qui est un mouvement qui existe en danse, enfin la position allongée ou être au sol, qui est mise en valeur et qui crée que du coup il a une place, il est reconnu et il peut y avoir quelque chose en fait. Et que c'est quelque chose qui se construit en fait et qui s'apprend. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Sandra souhaiterait également intervenir. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois pas. Si. C'est bon, ok. Oui, donc oui, moi aussi je suis psychologue et en fait je m'intéressais un petit peu à un des propos que vous avez dit dans votre exposé que j'ai trouvé assez intéressant en fait à questionner. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris finalement votre sujet de recherche ou quoi, mais ce que j'ai retenu, en tout cas ce qui m'a interpellée, c'était finalement que le temps, au moment où l'élève est présent en danse, c'est au moment où il acquiert l'objet de savoir. Donc, au moment où il acquiert finalement le fait de devoir tourner sur lui-même avec la bulle imaginaire. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est à partir du moment où il acquiert l'objet de savoir qu'il devient présent en danse, alors que je me dis que, par la suite de votre exposé, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt au moment où l'enseignante porte attention sur le mouvement justement inattendu et qui ensuite est inclus dans la chorégraphie. J'ai l'impression que c'est peut-être plus à ce moment-là où on sent ou en tout cas qu'il peut y avoir une présence en fait après c'est peut-être sur le mot présence que j'arrive pas très bien à saisir ce que ça veut dire pour vous, parce que nous en tant que psychologue ça veut dire quelque chose d'un peu on n'utilise pas trop ce terme, mais c'est vrai que je me demande un peu à quoi ça fait référence.
Voilà. Alors là c'était, je fais partie d'un groupe de séminaires qui travaille cette question de présence, on va dire corporelle. Et en fait, c'est surtout de dire, en effet, c'est ce que vous, enfin, moi je l'ai pas exprimé comme ça, mais en fait, c'est de dire qu'une présence en danse, en fait, ça passe par un processus attentionnel. Ce n'est pas quelque chose qui est interne à soi. Souvent, en danse, on dit un danseur est présent par sa manière de faire, par sa manière d'agir, ou parce qu'il renvoie, ou ça fait écho chez le spectateur. Là, c'est de dire que la présence, en fait, elle s'apprend. Et en effet, le moment clé, alors c'est pas vu d'un point de vue psychologique, mais c'est parce qu'il y a une attention à ce que produit Myron comme mouvement dansé, même s'il est inattendu, c'est de transformer ça, c'est son mouvement. Qui fait que ça fait une présence, et qu'à partir de là, la présence en danse, il l'a tout le temps, et en effet, c'est un moment clé, ce passage où l'enseignante, en fait, quelque part, elle vient inscrire son mouvement dans le groupe, et qui fait qu'à la fin, quand il est sur scène, on voit qu'il a fait, comment dire, je sais pas si je suis claire, qu'il en a fait son mouvement qui est dansé pour lui, et du coup, il est présent en danse, dans ce que la danse propose, c'est-à-dire que là, à la fin, c'est de dire danser ensemble un même mouvement tel qu'on l'a construit. Je ne sais pas si je suis claire et si je réponds en fait bien à votre question. Oui, mais alors du coup, ma question n'est peut-être pas très claire, donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, vous pensez alors que c'est parce qu'il y a eu ce moment clé qu'après il a accès à l'apprentissage du mouvement standard entre guillemets, en tout cas. Non, c'est pas c'est ce moment. Comment dire ça. Non, en fait, pour revenir à ma problématique, c'est comment on passe d'un élève qui a sa singularité, parce que je le montre pas ici, mais il a sa trousse au début de la séance. Il est pas forcément. Enfin, il est ce qu'il est, il fait ses gestes à lui. Et en fait, ça passe, là, c'est l'enseignante, mais ça pourrait passer par un élève autre. Enfin, c'est le fait de prêter attention à ce que l'élève agit, mais l'élève, il agit aussi parce que lui-même agit sur lui-même. Myron, il a essayé tout autant par lui-même, d'essayer d'acquérir ce mouvement de rotation par soi-même, par l'équilibre par le bas. Mais ça a été possible parce que l'enseignante, je suppose que ça a été possible parce que l'enseignante est intervenue. D'accord. Voilà. Je sais pas. Mais la notion de présence, elle est en construction, nous, dans notre groupe de recherche et donc dans ma thèse aussi. C'est-à-dire, en fait, à la fin, de dire, ben voilà, c'est un groupe d'élèves qui dansent, qui présentent une chorégraphie qu'ils ont travaillé ensemble, et on n'est pas en mesure de savoir qui est qui, en fait. Et que là, il n'y a pas de handicap, en fait. Et on regarde plus ça, on ne le prend plus sur un élève du lycée inclus en classe, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon, c'est un peu flou pour moi encore, tout ça. Ça m'a écrit. Merci beaucoup. Merci. Muriel demandait si la notion de présence... alors, je lis, la notion de présence aurait-elle à voir avec celle d'intention? Alors, la notion de présence peut être vue comme étant attachée à l'intention, c'est-à-dire l'intention du danseur de faire passer certaines émotions ou certains mouvements. Ça c'est une façon de voir la présence. Moi, je la vois sous la présence comme pouvant s'apprendre en fait, et pas que lié à l'intention du danseur, là du coup de Myron, que c'est pas seulement, on va dire, un aspect, c'est pas seulement l'intention qu'on veut donner qui fait que sa présence en danse, et que la présence, ça s'apprend aussi dans un système didactique, voilà, pour comment dire, oui, ça s'apprend, et pour les élèves particulièrement en situation de handicap, pour qui l'apprentissage est quand même complexe, parce que ça s'apprend que Myron peut réussir, c'est un peu notre idée de dire ça s'apprend la présence en danse, et que du coup on peut du coup avoir une présence qui montre l'intention de tourner sur soi-même et de soutenir la bulle. Donc bonjour, donc je vous remercie pour votre présentation intéressante. Ma question, c'est dans la suite en fait de la discussion avec Sandra. Donc, est-ce que c'est plutôt, on ne peut pas dire que c'est la valorisation
c'est-à-dire du mouvement de l'enfant, de l'élève, en prenant en compte son mouvement donc, qui a favorisé donc, la construction du savoir. Et donc, c'est-à-dire, on l'a reconnu, on lui a donné, donc, il a une place dans le groupe. Et donc, je ne sais pas, donc peut-être avec ces enfants-là, comment dirais-je, ils ont peut-être besoin, c'est-à-dire de gratification, de valorisation, ce qui peut être donc une condition préalable, c'est-à-dire qui peut donc qui pourrait donc favoriser donc leur, comment dirais-je, la construction du savoir. Oui, c'est ça en fait, c'est la valorisation. Moi, je n'utilise pas ce mot-là. Nous, on l'utilise comme élève origine, c'est-à-dire de se saisir de ce que propose l'enfant comme étant une action possible et comme tout autre élève en fait, et de ne pas voir de pas avoir une vision déficitaire. C'est-à-dire là, si on avait une vision déficitaire, on aurait pu dire cet enfant-là, en fait, non, là, tu tombes au sol, tu ne dois pas tomber au sol, tu peux te remettre. En fait là, c'est d'adapter quelque part. Voilà, Myron propose ce geste-là et l'enseignante adapte l'environnement, la situation didactique, en fait, à partir du mouvement au sol, de s'allonger pour, du coup, comme vous dites, c'est ça, mettre en valeur, valoriser ce qu'il produit, en fait. Et qui continue le processus d'apprentissage qu'il avait commencé en essayant plusieurs fois de tourner et d'essayer de rester dans l'axe, mais lui était déporté. Merci. Merci. Sandra, vous souhaitez réagir? Oui, pardon, juste une dernière intervention. Après, je laisserai les autres poser peut-être leurs questions. Mais en fait, ce qui vraiment, moi, me questionne, c'est de dire pourquoi l'élève, il serait présent au moment où il arrive à imiter ce qui est attendu. Pourquoi finalement il ne serait pas présent uniquement sous le regard de l'enseignante? Enfin, qu'est-ce qui lie en fait la présence dans son corps et l'imitation? Alors que, en plus, j'ai entendu qu'il souffrait d'autisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Parce que justement, dans l'autisme, il y a quand même l'idée de beaucoup de stéréotypie, enfin, bon, c'est pas oui, tout à fait. De mimétisme, mais ça, en tout cas, j'ai pas l'impression que c'est ça qui indique une forme de présence subjective. Pardon, du coup, c'est moi qui me suis mal exprimée. Non, la présence, elle est vue elle est vue, lui, quand il fait ses essais. Parce qu'il porte attention au mouvement qu'il est en train de faire. À un moment donné, le fait que l'enseignant prête attention à ce qu'il propose, là aussi, il y a présence. Et il y a présence à la fin quand il présente. Non, c'est moi qui me suis mal exprimée. Ce n'est pas parce qu'à la fin, on voit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a eu un apprentissage en danse. Et ce passage de ce premier état qui était pour lui de dévier en tournant, en fait, ce passage-là, qui est sa manière d'agir à la fin, c'est tout un processus, en fait. Voilà. Mais ça m'intéresse, la question de la présence dans notre groupe de recherche, de séminaire, c'est quelque chose qu'on questionne, qui est complexe, en fait. Qu'on n'arrive pas, voilà. Mais c'est pas, je me suis mal exprimée, c'est pas à la fin que ça fait présence en danse. C'est tout ce processus, tout ce chemin-là, en fait. C'est le passage, en fait, de sa manière à lui d'être, d'agir, et même avant, on va dire, si au début de la séance avec sa singularité, à la fin de la séance où il danse au même titre que les autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour ces questions et ces retours. Y a-t-il d'autres participants qui souhaitent réagir? J'ai une question, Valérie, qui concerne le co-enseignement. Vous avez dit que vous aviez du mal à questionner cela, mais finalement, dans ce que vous nous avez montré, je n'ai pas vu de co-enseignement. Non. Non, mais dans le diaporama, je ne l'ai pas vu. Mais dans cette séance-là, il y a du co-enseignement. Là, on était limité. Il y a du co-enseignement, il y a l'enseignant ordinaire et l'enseignant spécialisé qui animent la séance ensemble. Voilà. Et en amont, dans nos réunions ingénieriques, on travaille ensemble. La question des séances, c'est du co-enseignement. Mais une de mes difficultés, c'est que je n'arrive pas à montrer la plus-value que ça a, en fait. Alors, on voit le partage des tâches, on voit que c'est plus facile pour gérer un groupe, mais je n'arrive pas
à faire le lien avec l'apport dans la construction des apprentissages pour les élèves. Voilà. Alors, évidemment, ma situation est complexe parce que première année, j'ai pu, deuxième année, j'ai pas pu. Et là, on va voir si on peut. Du coup, j'arrive pas. Pour l'instant, je me dis, c'est quelque chose que je n'arrive pas et c'est pourtant quelque chose qui est important dans ma recherche. Enfin, voilà. Et ça m'a fait penser à autre chose. Est-ce que vous pourriez faire la différence entre co-enseignement et co-formation, par exemple? Il me semble qu'on ne se place pas de la même manière. Et puis, quelle est la place des autres élèves dans ce co-enseignement ou co-formation? Et enfin, ça dépend peut-être du statut des autres élèves. J'ai pas bien compris si c'était une classe entièrement d'Ulysse ou pas d'Ulysse. Je n'ai pas compris ça, mais j'ai l'impression comme c'est la classe d'inclusion, c'est pas que des élèves Ulysse là en salle de... La classe d'inclusion, ce qu'on appelle la classe de référence, c'est celle qui accueille l'élève en situation de handicap. Donc là, c'est une classe de CM1 avec 25 élèves, voilà. Et donc, l'élève est inclus sur des temps définis dans son projet personnel. Après, là, le rapport avec les autres élèves, c'était par rapport de cet élève-là avec les autres élèves ou l'effet du co-enseignement dans la classe? Non, c'est la place de cet élève-là, ou plutôt la place de la co-formation dans le groupe, quoi, pour faire groupe, donc entre élèves. Ben là, c'est pareil, ça c'est un point que je n'ai pas, pour l'instant, que je n'ai pas encore, je n'ai pas suffisamment étudié en fait. Ça m'est venu après. Moi, ce que j'ai vu en premier, c'était la place de l'enseignante en fait qui accordait qui s'est saisie de son mouvement. Et après, en regardant, parce que il y a d'autres élèves inclus, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui se joue dans ces groupes-là. Et donc l'année dernière, j'ai réussi à faire 2 vidéos. Et c'est pas du tout la même façon de fonctionner d'un groupe à l'autre. Et ça m'intéresse, c'était ma question, d'étudier chaque groupe chorégraphique avec intervention de l'enseignante ou sans intervention de l'enseignante. Enfin voilà, mais pareil, je suis embêtée, c'est très difficile d'enregistrer en danse. Tout le monde parle, surtout en création, il faut que les élèves se mettent d'accord. C'est un volume sonore dans la classe. Mes enregistrements sont très difficiles. Enfin, techniquement, je suis vraiment pas douée. Enfin, je fais ce que je peux, mais c'est quand même très difficile. Mais c'est aussi un autre point. Je me dis, il se joue quelque chose dans les groupes au sein des élèves qui t'a aussi à prendre en compte en fait. Merci Valérie. Merci. Une autre remarque, une autre question peut-être? Oui, Youssef, allez-y. J'ai une deuxième question. Est-ce que les séances observées et filmées font l'objet d'échanges et de débats dans le, comment dirais-je, dans le collectif? Alors, ils font, oui, alors, pas dans la alors, comment dire, oui, sur les productions finales des élèves qui sont filmés. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, les élèves présentent leur petite chorégraphie, là, comme on a vu sur ma dernière diaporama avec Myron. Et après, on rediscute sur on rediscute des vidéos, pas de toutes les vidéos, et c'est spontané. C'est-à-dire qu'un enseignant va dire, tiens, il y a cette chorégraphie qui m'a intéressé, tel mouvement, et on les prend au feeling de chacun. Voilà. Je n'arrive pas j'ai essayé l'année dernière, on a réussi à faire un petit peu de réunions. Là, normalement, on doit se voir. Là, c'était décalé avec les vacances. Enfin, on doit se voir, mais je n'arrive pas à prendre un temps posé avec eux pour travailler ça. C'est tout fait. Enfin, je sais plus, je crois que c'est Joël Persson qui disait ils sont pris par le temps. Enfin, donc c'est tout le temps la course. Enfin, c'est tout le temps la course. Et c'est quelque chose que je n'ai pas encore, qu'on n'a pas encore posé de manière dire plus choisie. Ça se fait plutôt spontanément dans les réunions et parce qu'en fait, on s'appuie sur les productions des élèves pour construire les séances de danse après. En fait, parce que l'objectif que j'ai pas précisé, c'était la création d'un spectacle vivant. Bon là, du coup, on n'est plus dans ça non plus maintenant, donc ça a changé aussi. Mais bon, ça n'empêche pas de pouvoir essayer de faire des séances de danse. Et c'est très difficile en fait on va dire de poser les enseignants, enfin de prendre un temps où on se détache un peu. On est toujours dans le feu de l'action. Moi, je me fais un peu embarquer aussi. Et pour l'instant, j'ai pas réussi, mais les conditions sanitaires ont fait que j'ai pas pu aussi poser ça. Pour l'instant, je vais essayer de poser. Voilà, c'est essayer de poser, enfin de prendre un peu de distance en fait. Mais c'est très difficile en fait. Je trouve ça difficile à faire. Et je voulais rebondir sur quelque chose qui avait été dit. Je ne sais plus.
Oui, si, j'entendais sur 2 ou 3 présentations, justement, des entretiens qui sont faits après les réunions. Voilà. Et moi, c'est pas quelque chose que pour l'instant, j'ai pas. Peut-être que je me sens pas à l'aise de reprendre chaque enseignant, je sais pas. Mais je vois bien qu'il y a une mise à distance qu'il faudrait qu'on arrive à faire dans notre groupe. Mais pour l'instant, pour l'instant, ça se fait naturellement. Enfin, je veux dire, ou spontanément. Vous avez parlé de co-enseignement et Madame Richard, donc elle a parlé de co-formation. Oui. Donc c'est plutôt, moi je parle de co-analyse. Il n'y a pas de co-analyse, une analyse collective avec les enseignants. Je pense surtout à la méthode d'autoconfrontation d'Evclo, par exemple. Ben non, alors là c'est plus utilisé en didactique professionnelle, mais là. On analyse ensemble, mais le choix de la vidéo analysée, elle est spontanée en fait. Elle n'est pas. Mais on a analysé, on a regardé des mouvements d'enfants, enfin des mouvements dansés d'élèves, et on a regardé, on a essayé de décrire parce que ça c'est pareil en danse. Enfin, qu'est-ce que c'est d'écrire un mouvement dansé? On est sur des actions motrices, mais l'intention que l'élève peut donner dans son mouvement, c'est extrêmement difficile à verbaliser. Et on est aussi, la danse, c'est difficile à dire, en fait. C'est aussi personnel, c'est un tel, ça fait écho, un autre, ça fait pas écho. Alors ça, on a pu en discuter un peu, mais ce que je veux dire, pas de manière posée, plutôt spontanée. Je sais pas si ça répond à votre question. Oui, d'accord, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette question. Merci Valérie pour cette présentation. Et donc, je vais remercier tous nos participants et tous les doctorants et doctorantes qui ont communiqué ce matin.